À suivre dans cette demi-heure d'information, Israël est prête à mettre à profit son expertise pour mettre en valeur l'immense potentiel agricole de la République démocratique du Congo. Nous retrouverons notre envoyé spécial depuis Tel Aviv, Annie Imbalaka, pour les précisions. Et face à l'agression rwandaise en République démocratique du Congo, les soutiens aux efforts de guerre se multiplient. Un chèque de 5 millions de dollars américains a été mobilisé dans l'essence de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo engagées sur les fronts de bataille. Nous sommes le mercredi 12 mars 2025 en direct depuis Kinshasa. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Ce journal partira d'Israël où le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe séjourne dans le cadre d'une mission sur place. Il a échangé avec la présidente israélienne des développements. Leurs échanges ont tourné autour des possibilités d'une coopération bilatérale entre les deux pays. Nous retrouvons en Israël notre envoyé spécial Alim Balaka. En visite officielle en Israël, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, l'honorable Vital Kamerhe, a rencontré Inanit Koltai, présidente de l'Agence israélienne de développement Machav. Les discussions ont porté sur les opportunités de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines du développement et du renforcement des capacités humaines. Lors d'une présentation, la directrice de Machav a exposé l'expertise israélienne dans plusieurs secteurs en mettant particulièrement l'accent sur l'agriculture qui représente 50% des exportations du pays. Vital Kamerhe a souligné l'intérêt de la RDC pour ces domaines, rappelant que le pays dispose de 80 millions d'hectares de terres arables et de 40 millions de terres irrigables. Il a exprimé le souhait de bénéficier du savoir-faire israélien pour valoriser ce potentiel agricole. Afin de mieux comprendre les avancées d'Israël en matière d'agriculture, la délégation congolaise s'est rendue à l'Institut Volcani, un centre de recherche dépendant du ministère israélien de l'Agriculture. Cet institut est reconnu pour ses travaux en matière d'innovation agricole et de gestion des ressources hydriques. Grâce à ces recherches, Israël, malgré son climat aride, a réussi à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Avec le potentiel que nous possédons à la République démocratique du Congo, en termes de terres et ressources humaines, mais qu'il faut recycler, nous pensons que si nous faisons une coopération. Ensemble, nous pouvons sauver le monde. Avec notre savoir-faire respectif et notre ouverture à la coopération, les terres du Congo peuvent produire pour des milliards d'individus. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a également visité le Centre Pérez pour la paix et l'innovation à Tel Aviv. Ce centre est fondé en 1996 par l'ancien président et prix Nobel de la paix, met en avant les avancées technologiques israéliennes. À travers ces échanges, Vital Kamerhe a posé les bases d'un partenariat entre la RDC et Israël qui pourrait permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier de l'expertise israélienne dans des domaines stratégiques comme l'agriculture et la haute technologie. Nous allons nous retourner ici au pays pour nous rendre plus précisément à Kisangani où le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou s'est entretenu avec les corps enseignants de la province de la Tchopo. Les échanges ont tourné entre autres autour de la couverture sociale des enseignants et les actions de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, notamment dans cette partie du territoire national. Le reportage est signé par Cédric Kilina et Nadine Kilochou. Après avoir sensibilisé les officiers et sous-officiers de la police sur leur intégration dans le nouveau système de sécurité sociale, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a dans la suite poursuivi avec les enseignants de l'EPST sur la même thématique. Le patron des ressources humaines de l'État, Jean-Pierre Liaou, a indiqué qu'au-delà de la question de la sécurité sociale, le gouvernement s'occupe de la mutation progressive du statut des enseignants pour qu'à l'horizon 2026, tous les enseignants deviennent à part entière des fonctionnaires bénéficiant de la sécurité de leur carrière en tant qu'agent public de l'État. C'est la condition du président de la République. Et il nous a clairement indiqué d'agir afin de résorber de manière systémique cette situation. Avec le nouveau système de sécurité sociale, les enseignants éligibles à la retraite devront bénéficier d'une retraite digne et de services de la branche de risque professionnel de la SENSAP. Les enseignants qui aujourd'hui prennent des risques et qui peuvent démontrer qu'ils sont malades et que ces pathologies
sont liées à leur profession, parce que la branche des risques professionnels concerne essentiellement des maladies et des accidents du travail. Donc il faut donc démontrer que la maladie ou l'accident est lié au travail pour être indemnisé par la FENSAP. Si c'est une réparation, ça sera réparé, puis remise en service. Si c'est une inaptitude définitive, c'est-à-dire qu'on devient professionnellement inapte, eh bien on est pris en charge à vie par la FENSAP, même si on n'est pas encore éligible à la retraite. Ce n'est pas une simple réforme, c'est véritablement une révolution sociale qui est là amorcée à la demande du président de la République. Au-delà de la question de la sécurité sociale, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a démontré les efforts fournis par le gouvernement pour la mutation progressive du statut des enseignants d'ici 2026 afin de sécuriser la carrière des hommes à la craie blanche tel que voulu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'une province à une autre, la base agricole située dans la province du Congo central, plus précisément à Kundi, le ministre d'État, ministre en charge de l'agriculture, a recommandé aux cultivateurs et agriculteurs de se regrouper, de s'organiser en coopérative, question de bénéficier de certains avantages et accompagnement des autorités du pays dans le secteur agricole. Reportage signé Marie Kalong. Dans son itinérance à Luozi, dans la base agricole de Kunzi, au Congo central, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaïl Moutombe, a pris le temps de s'entretenir avec quelques cultivateurs rizicoles. En véritable ingénieur agronome, l'homme de terrain les a appris quelques techniques de travail. Le ministre d'État Mouchaïl n'a pas manqué de les communiquer son approche, celle de travailler avec les coopératives. esengeli bozala na kati ya bacoopérative coopérative ezali lokola ngai nazali membre yo ozali membre biso nyonso tosangani tosala nini tolona toproduire makasi pe tozwa mbongo na kati. Bien avant, le Mineta Mouchaïl a visité les plantations de Gerplus d'une superficie de 800 hectares. Nous avons été honorés aujourd'hui par la visite très remarquée de son Excellence le ministre d'État, ministre en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, qui est venu palper du doigt le grand travail qu'a abattu Gerplus. Nous avons ici, dans un champ de plus de 550 hectares, où nous avons semé uniquement les maïs, mais nous avons aussi 250 hectares que nous avons travaillé avec les différentes communautés érigées en coopératives agricoles. Le commandant de l'armée verte les a félicités pour ce travail, bien que n'ayant pas atteint les 1000 hectares attendus pour la saison A. Je remercie mes compatriotes Gerplus pour le travail abattu, bien qu'ils n'ont pas atteint les 1000 hectares que nous sommes entendus, mais ils ont fait 75% du travail. Le mot d'ordre du commandant de l'armée verte, retournant au champ, est exécuté par la population. Et face à l'agression rwandaise en République démocratique du Congo, notamment dans sa partie est, les recrutements des jeunes dans les rangs des FARDC se portent bien, notamment à Isiro. Nous sommes là dans le Haut-Ouélé, c'est place. Le gouverneur des provinces a d'ailleurs visité les centres de recrutement situés à Matari. On voit cela dans ce reportage signé Nathalie Mboula Kabea. Ils sont déjà plus de 250, ces jeunes garçons et filles qui ont répondu présents à l'appel du commandant suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour servir la nation congolaise sous les drapeaux. Ils ont été présentés au gouverneur ce mardi 11 mars 2025 au centre de recrutement de Matari à Isiro. Le numéro 1 du Haut-Ouélé les a encouragés pour leur engagement patriotique avant de les appeler au respect des consignes ainsi que des mots d'ordre de leur supérieur. Jean Bakomi Togambu s'en réjouit et félicite le général Moukalaï, commandant secteur opérationnel des Ouélé, pour le travail abattu. Nous sommes venus visiter nos jeunes qui ont répondu à l'appel du président de la République, commandant suprême, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui continue à appeler les jeunes à s'enrôler massivement dans notre armée. Et là, comme vous voyez, c'est le premier groupe. Les autres vont venir, ils sont en route. J'ai beaucoup insisté sur la discipline, la cohésion dans les groupes. Au sein de l'armée, on forme une même famille. Il ne va pas y avoir de divisions de toutes sortes. Et j'ai rappelé qu'il n'y a qu'un seul commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi. Tous doivent être derrière lui et suivre
toutes les instructions. La patrie ou la mort, quelques-uns parmi ses compatriotes ont expliqué leur choix avant d'inviter les autres jeunes à emboîter leurs pas pour la sauvegarde de notre mère patrie. Notons enfin que le gouvernement provincial a disposé des moyens nécessaires pour leur servir. Dans l'entretemps, en attendant leur déploiement au centre de formation, une équipe de corps soignants a été mise à leur disposition. Et à l'étranger, les femmes de la communauté congolaise vivant en Ouganda ont organisé une marche pacifique pour lutter contre la guerre d'agression rwandaise en République démocratique du Congo et également une prière pour le retour de la paix dans sa partie est. D'autres détails dans ce reportage. À cette occasion du 8 mars, les femmes de la communauté congolaise vivant en Ouganda, chapeautées par son président William Bugeme Kafindo, en collaboration avec la communauté chrétienne congolaise en Ouganda et d'autres organisations qui encadrent les réfugiés, ont organisé une marche pacifique dans les rues de Kampala. Objectif, réitérer leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent au front pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale, mais aussi pour le soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour tous ses efforts visant à retrouver une paix durable. Ces milliers de femmes venues de tous les coins du pays de Yoweri Museveni ont à travers cette activité voulu lancer un message de réconfort envers leurs pères qui subissent les violences sexuelles dans l'est de la RDC. En vraies chrétiennes, ces femmes de la communauté congolaise vivant en Ouganda ont aussi organisé une grande croisade de prière pour la nation, au cours de laquelle elles ont remis toutes les institutions de la République entre les mains de Dieu, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Présent à cette manifestation, William Bugeme Kafindo, président de la diaspora congolaise de l'Ouganda, s'est dit satisfait de cette initiative et a promis de multiplier les événements pacifiques afin que la voix de la République démocratique du Congo soit entendue partout dans le monde. Et dans le prolongement de la célébration de la Journée internationale des femmes en République démocratique du Congo, les veuves et épouses des militaires ont été sensibilisées sur l'autonomisation et la réalisation de leurs projets. D'autres détails dans ces reportages. Cette matinée d'échange a été organisée dans le but de renforcer les capacités des épouses, des militaires FARDC, blessés de guerre et autres veuves afin de les aider à diversifier leurs sources de revenus et améliorer la sécurité alimentaire de leurs familles. Plusieurs invités de marque, députés et femmes, des officiers, militaires et autres représentantes des structures féminines, notamment Guylaine Tolé, ont marqué leur présence à cet événement. La présidente de la structure Femmes de foi, Fressiandaya, et différentes intervenantes ont profité de l'occasion pour sensibiliser l'assistance à l'importance de l'éducation et la formation professionnelle pour l'autonomisation des épouses des militaires FARDC, blessés de guerre et veuves. Celles-ci ont eu droit au cours de cette séance à des pagnes en vue de célébrer le 8 mars et de renforcer également la solidarité féminine. À l'issue de cette séance de sensibilisation a été saluée pieusement la mémoire des femmes victimes des atrocités de la guerre d'agression rwandaise dans la partie est du pays. Et dans le reste de l'actualité, clôture à Kinshasa de la première session à la commission tarifaire de l'année 2025. Les participants à cette rencontre ont d'ailleurs salué la suppression des droits d'assises sur l'eau des boissons autant que le relèvement des taux des droits sur les alcools et les produits de tabac. Notre confrère Ikinzu Ziloya nous dit un peu plus dans ce reportage. La situation des guerres à l'est du pays touche d'une manière ou d'une autre le bon fonctionnement des affaires en RDC. L'organe technique du gouvernement, qui est la commission tarifaire, s'est réuni pendant 5 jours pour statuer sur les allègements et autres tarifications douanières. La session de mars 2025, ainsi clôturée, s'est chargée de la correction des anomalies d'ordre technique dans le texte tarifaire en vigueur et dans la loi des finances 2025, sans se passer de l'examen des requêtes des opérateurs économiques dans la production de l'eau et l'industrie plastique.
La suppression des droits d'accise sur l'eau de boisson a été saluée, autant que le relèvement des taux de droits sur les alcools et les produits du tabac, tous deux très nocifs à la santé. Il en est de même des mesures telles que le non-cumul des avantages fiscaux. La douane reste à l'écoute des opérateurs concernés et est prêt à offrir son accompagnement dans le cadre du partenariat avec le secteur privé tel qu'il est recommandé par l'Organisation mondiale des douanes. Les anomalies à corriger, c'est notamment la désignation, la codification et la qualification des marchandises. Le non-cumul des avantages fiscaux et douaniers repris dans la loi des finances 2025, question de rationaliser les dépenses fiscales avec comme conséquence positive l'optimisation des recettes douanières. Il est du devoir du gouvernement d'améliorer le climat des affaires, de promouvoir le secteur productif national et d'accompagner les opérateurs économiques du pays dans l'environnement économique international extrêmement concurrentiel dans la perspective de l'ouverture de marchés économiques tant sur le plan régional que continental. Certaines requêtes des opérateurs économiques ont été approuvées et d'autres reportées pour un examen minutieux. Et l'on en vient maintenant au plan de formation de la communière ESA Horizon 2025-2027. Après sa signature, le président du Conseil supérieur du portefeuille a remis officiellement ces documents au directeur général de cette société commerciale spécialisée notamment dans la prospection et l'exploitation minière en République démocratique du Congo. C'est un papier préparé par Jacques Kaboba. Le Conseil supérieur du portefeuille a entre autres pour mission d'assister les entreprises dans le cadre de la formation professionnelle. C'est dans cette optique qu'il a apporté son assistance à la Congolaise d'exploitation minière, Cominière SA, pour la mise en place du plan triennal de formation 2025-2027. Ce plan triennal remis au directeur général de la Cominière impactera 60 cadres et agents de cette entreprise sur une période de 3 ans. Prenant la parole, le directeur général de la Cominière, Célestin Kibéa, s'est exprimé en ce terme. Ce plan de formation est l'aboutissement d'un processus managérial visant à établir la meilleure synthèse possible entre, d'une part, pour notre entreprise, les moyens de développement et compétences dont elle se dote pour atteindre ses objectifs en rapport avec la compétitivité et d'autre part, pour son personnel, consolider et faire progresser sa carrière professionnelle par le maintien et le progrès de ses qualifications. Le président du Conseil supérieur du portefeuille revient ici sur l'importance de ce plan triennal. Ce plan impactera 60 cadres et agents sur les 3 ans. Il y a une répartition annuelle qui est faite et pour un coût total sur la période de 3 ans de 1 800 000 $, dont 1 620 000 $ pour la formation proprement dite, qui se fera en interne au pays et même aussi à l'étranger. Il s'est de souligner que le chef de l'État a fait de la mise à niveau de la compétitivité des entreprises publiques un élément majeur, laquelle mise à niveau implique l'acquisition des savoirs et connaissances, d'où la mise en place de ce plan triennal de formation des agents et cadres de la Cominière. Et je vous le disais au sommaire de cette édition, un chèque de 5 millions de $ américains a été mobilisé et remis au ministre de l'Industrie dans le cadre de l'appui aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front de bataille contre les agresseurs, également les populations de la partie est du pays durement touchées par cette guerre. Reportage. Lancé le 13 février dernier par le directeur général de cet établissement public, l'opération des contributions volontaires à l'effort de guerre du personnel du FPI a produit les résultats escomptés. 5 millions de $ américains, c'est la moisson récoltée par les FPI pendant cette campagne pour soutenir les vaillants combattants des FARDC et les populations des zones occupées, victimes des exactions de l'agresseur. C'est dans ce cadre que la délégation du FPI, conduite par son directeur général Bertin Moudimou Tshisekedi, a remis un chèque de ses fonds au ministre de l'Industrie, Louis Watoum Kabamba, qui a apprécié ce geste de cœur de patriotisme
posée par les cadres des agents du FPI. Une action qui s'inscrit dans la dynamique de la riposte rigoureuse initiée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo contre l'invasion rwandaise. Vous savez que nous sommes agressés à l'est de la République. Les troupes rwandaises sont entrées en République démocratique du Congo. Il fallait alors venir en aide à la population qui éprouve beaucoup de difficultés en alimentation, en eau, etc. Et c'est ainsi que le ministre de l'Industrie nous a lancé un appel de participer à cette contribution. C'est ce que nous venons de faire tout à l'heure. Nous lui avons remis un chèque de 5 millions de dollars. Ça, c'est l'institution FPI, mais il y a eu également des activités volontaires de contribution des agents qui s'élèvent à 5 000 dollars. Le patriotisme oblige Bertin Moudimou Tshisekedi à jouer sa partition et reste fermement convaincu que la victoire reste dans les camps de la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose, les membres du comité de pilotage du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques ont tenu à Kinshasa une séance, une réunion, question de procéder à l'examen également à la validation du plan de travail du budget annuel pour l'exercice 2025. Les images de José Dimonekene sont commentées ici par Anita Luamboa. C'est une réunion essentielle qui a conduit à la validation du programme d'activité et de budget annuel 2025 du projet PRISE qui s'est tenu entre les membres du comité de pilotage. Cet exercice est d'une importance capitale dans la mesure où il définit le plan de travail et le budget assorti du plan de passation des marchés publics en vue de la matérialisation effective des infrastructures socio-économiques dans la zone ciblée. Nous sommes là pour y veiller à ce que les trois composantes du développement durable puissent se manifester au niveau de la base, c'est-à-dire les aspects économiques, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie des populations, les aspects écologiques. Les projets peuvent amener à réduire les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, à conserver la biodiversité, tout ça c'est l'écologie, et aussi l'aspect social. Réunissant en son sein 20 ministères, PRISE est un projet du gouvernement de la République soutenu par la Banque africaine de développement et dont l'action concerne les zones centres du pays avec à son actif plusieurs ouvrages qui sortent de terre dans la première phase avant d'entamer la deuxième phase. C'est une des premières fois que nous avons des ouvrages qui sortent de terre comme vous le constatez d'abord dans le Grand Kasaï dans sa première phase. Et maintenant, dans sa seconde phase, dans le Grand Bandundu, c'est-à-dire Kouilou-Kongo-Maïndombe, la province de Maniema et la province de Olomami. Donc, c'est tout à fait normal que le membre du comité de pilotage pose des questions et ait des éclaircissements là-dessus. Un échange qui a permis que toutes les questions posées trouvent des réponses précises et convaincantes autour du projet en cours d'exécution et ceux qui attendent d'être lancés. Au Kasaï central, les travaux de construction du micro-barrage hydroélectrique d'Mbombo sur la rivière Louloa sont déjà en cours d'exécution. Confirmation à la presse par les responsables de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu urbain et périurbain qui exécutent les 10 travaux. Cela s'est passé à Kinshasa. Explication, Jules Makela. Au-delà des défis majeurs rencontrés dans l'accès à l'électricité en milieu rural et périurbain, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques ANSER poursuit avec l'élargissement de l'accès pour tous aux services de base en milieu rural et périurbain. ANSER a déjà finalisé quelques projets en partenariat avec le gouvernement congolais. C'est notamment le cas des constructions hydroélectriques à Njil Brasserie, à Kinshasa et à Kamonia, dans la province du Kasaï, pour ne citer que cela. Au cours du point de presse, co-animé par son directeur général, Cyprien Moussimar, et son adjoint, Damien Touambilangana, ces derniers pensent que l'épineuse question sur le manque de l'électricité pourrait être résolue dans quelques zones prises en charge par ce projet. Pour l'instant, le seul bailleur de fonds, c'est l'État congolais. Nous sommes un établissement public. La SNEL est une entreprise commerciale qui vise les bénéfices, qui vise les lucres. Nous, non. Nous avons les moyens financiers pour pouvoir exécuter les travaux. Nous le faisons. Nous l'avions fait ici, à Rabalé de Kinshasa, à Njilo Bassé. Nous l'avions fait à Mbatakela. Donc, nous collaborons avec la SNEL. Nous finançons les travaux. Le travail se financerait, c'est une propriété de l'État congolais, c'est une propriété de l'ANSER.
et que la SNEL exploite après qu'elle ait bénéficié du financement pour les travaux. Déjà, Anseur s'est engagé dans les projets de grandes envergures en recourant au partenariat public-privé. À titre d'exemple, la construction de la centrale hydroélectrique de Mbombo dans le Kasaï central. Et l'on en vient maintenant à ce protocole d'accord stratégique qui a été signé entre l'Office national du tourisme et l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI. Question de promouvoir l'investissement dans les secteurs touristiques en République démocratique du Congo. La suite dans ces reportages. Un partenariat stratégique pour le développement du tourisme en RDC. L'Office national du tourisme ONT et l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI viennent de signer un protocole d'accord de collaboration visant à promouvoir l'investissement dans les secteurs touristiques en RDC. Cet accord marque le début d'une collaboration fructueuse entre les deux institutions, avec pour objectif de créer un environnement propice à l'essor du tourisme en République démocratique du Congo. Ensemble, l'ONT et l'ANAPI sont appelés à travailler main dans la main pour attirer plus d'investissements durables et stimuler la croissance économique du pays. La cérémonie a débuté par des allocutions simples. Tout d'abord, la directrice générale de l'ONT, Yombo Mukendi Joly, qui a souligné l'importance de ces partenariats stratégiques pour le développement du secteur touristique. Elle a exprimé sa vision d'un tourisme florissant, soutenu par des investissements solides et une collaboration étroite entre les institutions du pays. Rachel Punguluamba, directrice générale de l'ANAPI, a quant à elle partagé les attentes et les objectifs de cette collaboration. Elle a mis en avant-plan les opportunités offertes par ces partenariats pour renforcer l'attractivité de la RDC en tant que destination touristique de choix. La matérialisation de la signature du protocole d'accord entre les deux institutions est donc un signal fort, un message clair que l'ANAPI et l'ONT lancent, feutré d'une détermination dans la promotion des opportunités d'investissement dans les secteurs du tourisme. Et puis cette interrogation, comment peut-on résoudre les différents problèmes que connaissent les différents ports fluviaux de la capitale? La question a fait l'objet d'échanges entre les ministres provinciaux de la ville de Kinshasa et une délégation des tenanciers, armateurs et commissaires fluviaux des sites des poules Malébo. Reportage signé Pierrot Mbouyou Saïdi. Booster les aspects positifs d'une économie fluviale florissante à travers la mobilisation et la maximisation des recettes provinciales de ce secteur du transport urbain dans la capitale congolaise, un secteur qui exploite les avantages naturels qu'offre le majestueux fleuve Congo et ses affluents dans le bief de son littoral situé le long de la corniche du Poul Malébour, sans oublier la mise en place de nouvelles normes navales adaptées aux réalités socio-fluviales quinoises. Tels sont les quelques axes phares de la feuille de route gouvernementale du ministre provincial des Transports et des Mobilités urbaines de Kinshasa, Bob Amisoyo Kalumbila, dans le volet du transport fluvial. Dans le processus d'une socialisation efficace de tous ces aspects, le ministre Bob Amiso a eu une enrichissante séance de travail et échange à bâton rompu avec les commissaires fluviaux de Kinshasa, les armateurs, les associations des manutentionnaires et les tenanciers des ports fluviaux privés de Kinshasa. Nous avions eu à traiter beaucoup de points pour voir comment nous pouvons changer la donne pour la mobilisation des recettes dans le secteur fluvial de Kinshasa. Nous avons eu à épingler beaucoup de points, des difficultés rencontrées, les tracasseries par le service qui font que la perception ne se passe pas comme il faut. Après ces fructueux échanges, le ministre provincial Bob Amisoyo Kalumbila a mis en place une commission ad hoc qui aura pour tâche d'évaluer trimestriellement les difficultés rencontrées sur terrain afin de trouver des solutions concrètes qui satisfassent toutes les parties. Et pour finir cette édition du journal face à l'agression rwandaise en RDC, les jeunes de Kisangani ont été sensibilisés à son relais massivement dans les rangs des FARDC.
Prenons part active au méga meeting populaire organisé à Kisangani par le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao Ebois, sensibilisant la population à intégrer les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo pour faire face à l'agression rwandaise. L'honorable Patrick Matata Makalamba a à cette occasion lancé un appel à toute la population tchopolaise à maintenir la cohésion nationale, occasion pour cet élu du parti présidentiel UDPS d'appeler toute sa base à dire non au plan de la balkanisation mis en place par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Juste après ces meetings, l'honorable Patrick Matata Makalamba confère avec la presse pour fixer l'opinion sur la situation des leurs. Des mixages, des brassages, n'ont abouti à une infiltration de l'appareil sécuritaire de la République. Donc la population d'Exangani est appelée à s'élever, à protester contre cette nouvelle agression. Abordant la question économique, l'honorable Patrick Matata Makalamba met en avant-plan le progrès réalisé dans la réhabilitation de la voirie urbaine de Kisangani, mais aussi la route nationale numéro 4 en cours d'exécution. La question des sanctions de la communauté internationale contre le Rwanda n'est pas en reste. Et ont pris des sanctions, ont résilié les contrats qu'il est lié avec le Rwanda. Nous ne pouvons pas compter entièrement sur ces acquis. Le travail diplomatique doit continuer, mais c'est en comptant sur nous-mêmes. L'élu du peuple a félicité le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa diplomatie agissante qui porte déjà ses fruits et reste optimiste sur l'impact de ces sanctions sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Fin de cette première édition du journal sur notre antenne. Merci à vous d'avoir suivi où que vous soyez dans le monde.